Dans cet épisode, l'affaire Christelle Doisy. Ses victimes se comptent par dizaines. Elle a volé, escroqué, menti. Elle a plumé ses propres compagnons jusqu'à la ruine. Et pour tenter d'échapper à la police, elle s'est même enfuie à travers l'Europe avec ses enfants. Manipulatrice hors pair et longtemps insaisissable, qui est celle que la presse surnomme la menthe religieuse? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Vendredi 10 novembre 2023, île de Samos en Grèce. La police locale est appelée pour un différend dans un camping. Une Française est en train de faire un scandale. Elle refuse de payer sa location auprès du propriétaire. Les agents relèvent son identité et là, surprise, tous les voyants sont au rouge. Elle s'appelle Christelle Doisy. Elle est fichée Interpol et c'est la femme la plus recherchée de France. Mise en examen pour plus d'une soixantaine de vols et d'escroqueries, Christelle Doisy, 49 ans, était en fuite depuis un mois. Christelle Doisy, c'est le « attrape-moi si tu peux » version féminine. C'est une des plus grandes escrocs françaises. Une escroc hors norme qui a bâti sa réputation sur l'arnaque et le vol. Sa spécialité, détourner la fortune des hommes qu'elle séduit avant de les dépouiller complètement. J'ai perdu 450 000 euros. J'étais humilié, détruit, sali, parce qu'on se sent sale de tout ça. Une obsession, le fric, c'est tout. Une carrière de séductrice fatale aux nombreuses victimes qui lui vaut dans la presse le surnom de menthe religieuse. La menthe religieuse, c'est un insecte qui est connu pour tuer le mâle et ne laisser que le corps vide. Quand elle repart, les maris, les compagnons n'ont plus rien. Elle laisse ses victimes totalement dépouillées. Tous ces hommes ont tout perdu. Aujourd'hui, sous les verrous, Christelle Doisy va bientôt devoir répondre de ses actes devant la justice. Alors, qui est cette femme aux multiples visages ? Retour sur une vie de mensonges et sur le parcours hors du commun d'une serial arnaqueuse, mythomane et manipulatrice. Pour bien comprendre cette incroyable histoire, il faut remonter à son enfance. Nous sommes à Migène, un gros bourg du département de l'Yonne. C'est ici que naît Christelle Doisy en 1974. Une jeune fille sage et discrète, comme s'en souvient son père, Richard. Avec ma fille, on était soudés, je ne peux pas vous dire autrement, quoi. Richard Doisy, père de Christelle Doisy. On était en osmose avec ma fille, on était en osmose. Christelle Doisy a une enfance tout à fait normale. Virginie Selvetti, journaliste. Structurée, dans un foyer aimant, c'est une bonne élève, rien à signaler de particulier. Christelle Doisy grandit auprès de parents divorcés, mais présents. Une jolie blonde studieuse qui se destine au métier de laborantine. Mais à l'âge de 16 ans, le comportement de la jeune fille va brutalement changer. Mars 1990, Christelle Doisy rentre à la maison complètement terrifiée. Elle affirme avoir été enlevée et violée le jour même par un ami de son père. Ses parents l'emmènent immédiatement porter plainte. Face aux gendarmes, elle décrit son agression, mais rapidement, ces derniers ont des doutes. Elle avait soi-disant été kidnappée par un mec qui était mon associé à l'époque. La police l'a interrogée, elle a fait une déclaration pour faire un portrait robot. Non, mais ça a été loin. Enfin, ça s'est terminé de toute façon parce que la police a abandonné, parce qu'ils ont bien vu qu'il n'y avait aucune poursuite à faire, c'est tout.
Pourquoi la jeune fille a-t-elle menti? Cache-t-elle un secret plus lourd encore? À partir de ce moment-là, la lycéenne ne sera plus jamais la même. Elle se renferme, elle s'isole et commence même à voler de l'argent au sein de sa propre famille. Elle me prenait de l'argent dans ma poche, ça c'est sûr. Ça, je le voyais, ça. C'est pour ça qu'après, je retirais, je mettais toujours là, mon argent dans ma poche. Et il va y avoir un mini-scandale où Christelle Doisy va réussir à voler à sa grand-mère un billet de 500 francs à l'époque. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. On va lui demander des comptes, évidemment. La famille la questionne. Et là, avec un aplomb incroyable, elle va maintenir devant toute la famille qu'elle n'a absolument rien volé. Son père, Richard Doisy, il est un peu démuni Nicolas Guanard, journaliste au Parisien. face à cette situation parce qu'il ne comprend pas comment sa fille en vient à mentir. On passe de la petite fille adorable, sage et tranquille à la menteuse invétérée, à la manipulatrice, à la voleuse. Après cet événement, Christelle Doisy va passer à la vitesse supérieure. Elle ne va plus seulement s'attaquer à sa famille, elle va changer de cible et prendre une autre dimension. C'est fini la petite chipie qui raconte des histoires à la Pinocchio. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Elle devient une faussaire. À 19 ans, Christelle Doisy se fait prendre la main dans le sac alors qu'elle tente de voler des tampons officiels à la mairie de Migène. À partir du moment où elle ne peut plus voler de chèques à sa famille parce que tout le monde planque tout, il s'agit donc désormais d'essayer de voler des chèques ailleurs, à d'autres personnes. Il faut donc qu'elle se fabrique une fausse identité. En volant ce tampon dans la mairie, on peut penser qu'à ce moment-là, elle a l'intention de faire des faux papiers dans le but de prendre une fausse identité pour commettre des vols. Elle a 19 ans, elle est prise la main dans le sac à ce moment-là. C'est un vol suffisamment important. Elle est convoquée devant la justice pour ça. Et elle va prendre 6 mois de prison avec sursis. Son père, impuissant, assiste à sa lente descente aux enfers. Ça peut pas faire plaisir, monsieur. Comment voulez-vous d'entendre que sa fille est condamnée? Je peux pas sauter de joie. À 20 ans, elle rencontre un sapeur-pompier. C'est le coup de foudre et très vite ils se marient. Chacun espère la voir enfin s'assagir, mais comme avec sa famille, la jeune femme se met rapidement à voler de l'argent et des chèques à son compagnon. Elle s'est mariée, donc on s'est dit bon, mais même mariée, ça n'a rien arrangé. Le couple finit par voler en éclats. Alors en 2000, à 26 ans, Christelle Doisy rompt avec tout son entourage. Elle quitte Migène et elle disparaît littéralement des radars. Cette rupture est-elle motivée par l'envie de prendre un nouveau départ? Christelle essaie-t-elle de fuir ses démons? Durant 3 ans, elle ne fait plus parler d'elle, jusqu'en 2003. La jeune femme s'est installée au Mans, où elle est embauchée dans un club sportif. Elle doit y tenir à jour les inscriptions et les comptes. Mais Christelle ne tarde pas à retomber dans ses travers. Elle est à l'accueil, elle est à la caisse. À ce moment-là, elle va carrément encaisser à son nom les chèques des clients. Elle va voler comme ça, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, quelques milliers d'euros en réalité. Le club porte plainte et pour la première fois, Christelle Doisy est condamnée à quelques mois de prison ferme par le tribunal du Mans. Lorsqu'il apprend que sa fille est derrière les barreaux, son père est dans l'incompréhension. Comment vous pouvez expliquer, avec un salaire plus que correct, détourner des fonds? Expliquez-moi ça si c'est pas ancré en vous. Richard Doisy
espère que cet emprisonnement servira d'électrochoc à sa fille. Mais rien ne semble pouvoir freiner la jeune femme qui tombe alors dans une véritable spirale du crime. Elle aurait pu, après la prison, se réinventer une vie légale. Elle n'a pas pris cette option. En l'espace de 3 ans, elle écope de 8 condamnations, soit pour des chèques volés, soit pour avoir refusé de payer des locations ou des chambres d'hôtel. On la suit faire un tour de France grâce aux mentions de son casier judiciaire, qui fait déjà 4-5 pages à ce moment-là, hein. Elle fait le tour des tribunaux. C'est quelqu'un qui n'aime pas payer. Quand elle prend de l'essence, elle s'en va sans payer. Quand elle va à l'hôtel, c'est pareil. Si elle va dans une location meublée, elle s'en va sans payer et même en emportant des choses. Elle va piquer des matelas. Elle va aller jusqu'à voler de la lessive. Alors, ironie de l'histoire, Christelle Doisy a loué à un monsieur sur Le Bon Coin son pavillon et elle va ensuite revendre sur Le Bon Coin les objets qu'elle a volés. Son secret, le culot. Cette vidéo exclusive, datée de 2023, permet de découvrir sa méthode désormais bien rodée. Christelle Doisy a pris un restaurant en location-gérance avec son compagnon. Elle n'a légalement pas le droit d'y dormir, mais elle s'y est installée aux grandes dames du propriétaire qui vient réclamer des comptes et décide de filmer discrètement la scène. Pour dormir, ça c'est convenu avec vos parents qu'on pouvait dormir là, parce que votre père vous a... Non, pas pendant quelques jours, c'était que votre père a dit on peut dormir. Vous savez pourquoi? J'en ai parlé à mon assurance. J'ai voulu chercher un logement et votre papa a dit bah non, c'est pas la peine, il y a la pièce là, on peut très bien mettre un lit. Oui, mais alors le loyer il est où? Avec 200 €. 200 €, il a été versé. Et là de toute façon tout est bloqué maintenant. Il a été versé où? Sur le compte que vous sur le RIB que vous nous avez donné. Avec un aplomb incroyable, Christelle Doisy, qui n'a rien payé, ment et va jusqu'à menacer le propriétaire de le traîner en justice. Et de toute façon, vous allez recevoir une assignation en opposition. Et de toute façon, là, il y a eu un constat d'huissier. Donc, tant que c'est pas passé au tribunal, il n'y a rien qui bougera, ça restera comme ça. D'accord. L'homme mettra des mois à chasser le couple, parti sans payer le moindre centime. Bien évidemment, le propriétaire porte plainte. Plainte qui vient s'ajouter à la longue liste des escroqueries commises par Christelle. Je convoite, donc je prends. C'est comme si c'était son dû, comme si c'était son droit. Est-ce qu'elle fait des escroqueries pour obtenir de l'argent ou est-ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de commettre des escroqueries? Dans ce cas-là, on serait dans quelque chose de pathologique. On serait dans une situation où on a quelqu'un qui ne sait pas vivre autrement qu'en commettant des escroqueries. Christelle a maintenant 30 ans et toujours ce besoin d'argent. Mais se lasse-t-elle de ses condamnations à répétition? La multirécidiviste va une fois encore changer de vie et de proie. Cette fois-ci, elle enfile une nouvelle peau, celle de la dépouilleuse d'hommes, de la menthe religieuse. Direction le sud de la France. C'est là que Christelle Doisy va faire la connaissance d'un certain Jean-Claude, 67 ans. Il est restaurateur et propriétaire d'un petit hôtel dans le village touristique d'Elne. L'homme tombe immédiatement amoureux. Donc Christelle Doisy va changer de mode opératoire et va tout simplement utiliser ses charmes. Elle va rencontrer un homme qui a quasiment 30 ans de plus qu'elle. Qu'il a installé dans un restaurant à Elne. Richard Doisy, père de Christelle Doisy. Où il y avait une dizaine de tables. Le maire venait manger chez elle. Une affaire qui marche, une confortable trésorerie, Christelle Doisy va décider de s'en emparer. Là, c'est fini les petites histoires de location à la petite semaine. Là, elle a piqué un resto. Pour cela, elle va mettre au point une stratégie. Tout d'abord, elle persuade son compagnon, âgé, de lui céder ses parts de l'affaire gratuitement ou presque. Elle les obtient pour le prix d'1 euro symbolique. Elle va se rendre compte d'une chose, c'est à quel point il est parfois facile de manipuler les hommes. Désormais seule aux commandes, Christelle Doisy va aller encore plus loin. Elle décide de ne payer
ni les fournisseurs, ni le loyer du fonds de commerce, ni les taxes. Elle empoche tous les bénéfices. Christelle Doisy ne va absolument rien payer. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelqu'un sans foi ni loi, encore une fois, qui s'affranchit de toute obligation. Forcément, l'affaire périclite en quelques mois et laisse son compagnon criblé de dettes. Comment vous m'expliquez de détruire ça? Il faut bien qu'il y ait quelque chose en elle qui pousse, qui la pousse, quelque chose qu'elle ne maîtrise même pas. C'est quelque chose qu'elle ne maîtrise même pas, c'est plus fort qu'elle. L'ancien amoureux ruiné, les fournisseurs et les banques attaquent Christelle Doisy en justice. Et au bout de 3 années de procédure, la jeune femme est de nouveau condamnée. C'est une affaire pour laquelle elle sera condamnée en 2008 à 3 ans de prison. Christelle Doisy est incarcérée à la prison d'Agen. Détenue modèle, elle fait profil bas et elle passe sa première année de détention sans faire parler d'elle. Un comportement qui lui donne droit à une remise de peine et à des permissions de sortie régulières. Mais alors qu'il lui reste à peine 2 semaines à effectuer avant sa libération, elle prend une décision surprenante. Elle a une permission de sortie. Nicolas Guanard, journaliste au Parisien. Et elle ne réintègre pas sa cellule au terme de la permission, donc officiellement elle est en cavale, elle est évadée. Il lui restait 15 jours à faire pour être libérée. Elle est partie. Et on peut se demander pourquoi. Virginie Selvetti, journaliste. Est-ce qu'elle y a ce côté, en fait, va vouloir rironner de l'administration, je m'en fiche, je pars sur les routes. C'est une sorte de bras d'honneur à la justice, aux enquêteurs. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Sous-entendu, moi, je suis plus forte que vous. Évadée le 14 août 2009, Christelle Doisy est désormais en cavale. Un mandat d'arrêt est émis à son encontre. Elle doit donc disparaître. Véritable tour de force, à l'aide de faux documents, la fugitive parvient à se procurer une nouvelle identité. Christelle Doisy se rajeunit de 3 ans. Elle s'appelle désormais officiellement Alexandra Bertrand. À partir de là, elle va se réinventer. Christelle Doisy, cette petite escroc, je dirais à la petite semaine, va devenir une sorte d'ovni du crime. C'est le début d'une escroquerie incroyable, un scénario fou qui va la plonger dans une spirale de mensonges. Mais cette fois-ci, elle ne tombera pas seule. Elle va entraîner un nouveau pigeon dans sa chute. Christelle Doisy, alias Alexandra Bertrand, ne va pas tarder à réapparaître dans cette ferme isolée du... La vie sur les bateaux. Frédéric Descours, ex-mari de Christelle Doisy. Je suis un des rares marins où j'ai fait toute ma carrière embarquée. Amoureuse, le quadragénaire se tourne vers les sites de rencontres. Quelques semaines après son inscription, une certaine Alexandra s'intéresse à son profil. Ils décident de se rencontrer. Une femme mince, cheveux longs. Oui, quelqu'un qui donne une impression de droiture. C'est quelqu'un qui présente bien, elle est grande, blonde, plutôt fine, elle a le regard pétillant. Et Frédéric Descours est complètement sous le charme d'Alexandra Bertrand, qui a une vie un peu similaire à la sienne. C'est quelqu'un qui se présente comme chef de rang dans un restaurant à Auch et qui travaille beaucoup, qui a pas beaucoup de temps pour elle, et ça lui parle beaucoup. Plus on parle, plus sa vie ressemble à la mienne. Des années de travail, jamais eu le temps de se poser dans la vie, jamais eu le temps d'avoir vraiment un époux ou un concubin avec qui elle vit sur plusieurs années. Pour quelle raison Christelle Alexandra, en cavale, jette-t-elle son dévolu sur Frédéric Descours? Par appât du gain? Pour s'assurer d'une cachette dans une ferme isolée du Périgord? Toujours est-il que 15 jours plus tard, elle déboule littéralement dans la vie du marin. Le piège se referme alors sur Frédéric, qui ne se doute de rien. Et là, 2 semaines après, coup de téléphone, elle m'explique qu'elle a fait une énorme poussée de tension, donc elle est tombée, que le médecin est arrivé, qu'elle est arrêtée pour 2 ou 3 semaines minimum, il faut qu'elle relâche tout ça. Ok.
Qu'est-ce que tu as besoin ou qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, moi ce que je propose, je prends mes affaires, je viens chez toi. Pourquoi pas? Et le lendemain, elle arrive. Faut pas oublier qu'elle est en cavale, qu'elle s'est évadée de prison. Ça, Frédéric Descours l'ignore totalement. À l'abri, en pleine campagne, la séductrice déploie ses charmes auprès de Frédéric et de ses proches. Puis alors ça se passe, mais comme si elle avait toujours vécu là. Avec ma mère, c'est une entente fantastique, alors que ma mère, c'est quand même quelqu'un avec un caractère chaud. Elles s'entendent vraiment comme la ronde en foire, quoi. Et tout le monde s'entend très bien dans la maison. Pour lui, c'est la vie idéale, en fait, d'avoir rencontré une femme qui s'entendait aussi bien avec ses parents. Il ne pouvait pas rêver mieux. Ça se passe, mais comme une lettre à la poste. Le couple mène une vie paisible. Frédéric travaille à mi-temps chez un garagiste. Alexandra, elle, s'occupe de la maison et des papiers administratifs du foyer. L'occasion rêvée de prendre la main sur les comptes de Frédéric. Sans qu'il ne s'en aperçoive, le siphonnage commence. Elle teste, elle fait un chèque de 95 000 € d'un compte vers un autre. Ça passe pas, ça passe. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Donc elle se dit, je peux y aller. C'est le pigeon. Et elle va faire des virements de son compte en banque vers un autre compte sans que lui ne se rende compte de rien du tout parce qu'il lui voue une confiance absolue. Elle va jusqu'à tout vider, tout dilapider sans qu'il ne voit rien du tout. Ah mais je m'approche déjà plus du tout de l'ordinateur. C'est elle qui gère tout. Téléphone, papier, ordinateur, tout. Mais alors que son plan se déroule jusqu'ici sans accroc, un grain de sable vient enrayer sa mécanique implacable. En septembre 2010, Alexandra tombe enceinte et elle l'annonce à Frédéric. Et elle est enceinte de jumeaux. Est-ce que c'est programmé ou pas la naissance d'un enfant? De toute façon, elle se trouve dans la seringue. Elle n'a pas d'autre option, elle reste auprès de son bailleur de fonds, volontaire ou non, qu'elle continue à plumer. Il assume, il dit, bon, ça faisait pas forcément partie de mon plan de vie d'avoir des enfants, mais ça arrive, donc très bien, je l'assume. Lui, dès lors qu'il apprend qu'il va être papa, sa famille, ça devient tout pour lui. Il se sent investi d'une mission, faut pas oublier que c'est un ancien militaire. S'il doit faire tout pour sa famille, il fera tout pour sa famille. Cette grossesse inattendue complique la fuite d'Alexandra. Poursuivie par la justice, comment va-t-elle pouvoir tenir secrète sa véritable identité auprès des hôpitaux où elle doit désormais se rendre régulièrement? C'est qu'il faut qu'elle accouche. Et si elle va à l'hôpital, on va lui demander des pièces d'identité. Il va y avoir une déclaration pour l'enfant à naître. Dos au mur, elle va alors inventer un nouveau mensonge. C'est le début d'une incroyable manipulation qui va entraîner Frédéric Descours dans 6 ans de cavale effrénée. Nous sommes en février 2011. Alexandra est enceinte de 5 mois. Un soir, alors qu'il rentre du travail, il trouve sa compagne effondrée sur le canapé. Elle lui raconte alors avoir été hospitalisée en urgence dans l'après-midi et avoir perdu l'un de ses 2 fœtus. J'arrive à la maison, elle est en pleurs, elle a perdu un bébé. Comment ça, t'as perdu un bébé? Ben oui, en fait, ce matin, dès que t'es parti au travail, j'avais du sang de partout, la femme de ménage est arrivée, donc elle a appelé les pompiers l'ont emmenée à Bergerac, ils pouvaient pas la prendre, ils l'ont emmenée à Sarlat, en fait, il y a un des fœtus qui était décédé, donc ils l'ont enlevé. La jeune femme aurait fait plus de 160 km dans la journée dans un camion de pompiers, puis elle aurait subi une lourde opération avant de rentrer chez elle le soir même. C'est médicalement tout simplement impossible. Pourtant, Frédéric ne met pas un instant sa parole en doute. Moi, j'arrive de la journée de boulot, je suis déjà complètement flambi depuis des jours, et là on t'annonce ça, tu tombes, et tu dis ok, maintenant je fais quoi? Ça n'arrive pas, on est hospitalisé dans ce genre de situation, c'est incroyable quoi. Et ça, Frédéric va le croire. Isolément, cette affirmation, elle est totalement dingue, si je peux être trivial.
Ça marche pas comme ça. Et comme je dis souvent, je suis docteur en moteur diesel, pas encore humain. Donc, je sais pas. Et puis, mais je suis tellement atterré que je me pose même pas la question. À partir du moment où elle a vu qu'il gobait ça, elle s'est dit bingo. Nicolas Goinard, journaliste au Parisien. Puisque s'il gobe ça, elle a un boulevard devant elle pour lui raconter son histoire et mettre en place un scénario. Alexandra Christel a-t-elle vraiment été enceinte de jumeaux? Est-ce une pure invention? C'est en tout cas le point de départ d'un mensonge hors norme. Selon Frédéric Descours, quelques semaines plus tard, sa compagne lui révèle la véritable raison de la mort prématurée du jumeau. La jeune femme aurait, à son insu, fait partie d'une expérience médicale interdite à l'échelle mondiale, destinée à empêcher les grossesses gémellaires. Le gynécologue fait des expériences sur les jumeaux par ces médicaments qu'elle a pris. Un médecin un peu charlatan lui aurait prescrit des pilules. Virginie Selvetti, journaliste. Il lui aurait fait des injections parce que ce médecin aurait pour but de stopper toutes les grossesses gémellaires. Et à chaque fois, il s'avère que dans les gémellités, les filles décèdent, que les enfants dépassent jamais l'âge de 18-20 ans, et que les mères finissent par décéder aussi. Apparemment, il y a déjà plein de femmes et plein de bébés qui sont morts. C'est une horreur complète. Le futur papa est terrifié et il se fait littéralement happer par ce mensonge énorme. Devant son compagnon médusé, Alexandra Christel continue son récit. Heureusement pour elle, dit-elle, il y a des personnes qui la soutiennent et qui vont tenter de la sauver, elle et son bébé survivant. Frédéric plonge alors, sans une hésitation, dans ce qui ressemble de plus en plus à un mauvais roman d'espionnage. Elle est repérée donc par un professeur de médecine marseillais qui l'a appelée et qui lui dit « Écoutez, madame, vous avez échappé à la mort. » Ce professeur de Marseille, de toute manière, il a beaucoup de pouvoir. Frédéric Descours, ex-mari de Christelle Doisy. Et il est aussi en cheville avec la mafia marseillaise. Elle explique aussi qu'elle a porté plainte auprès du tribunal de La Haye à la suite de cette expérience médicale interdite et que pour les faire taire, ils ont à leur trousse une mafia. L'avocat qu'elle avait quand elle était sur Agen a été tué parce qu'il avait monté des dossiers justement là-dessus. Avec, figurez-vous, des tueurs à gages. Des tueurs à gages? Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Des flingueurs, des sicarios qui sont chargés d'éliminer le couple. Quand on prend le fait isolément, on se dit c'est totalement fou. Ilyasine Malawi, avocat de la défense. Mais quand on recoupe avec tout ce qui est fou autour, ça se dilue extrêmement bien. Donc en fait, il s'avère que dans tout ce maelstrom, tout à coup, il faut qu'on sorte de France et qu'on disparaisse. Mais la future maman n'en a pas fini avec les scénarios improbables. Toujours selon Alexandra Christel, ses essais médicaux l'ont rendue handicapée. Elle a perdu l'usage de ses jambes et ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Avec du recul, Frédéric pense aujourd'hui qu'il ne s'agissait que d'un nouveau mensonge pour endormir sa méfiance. Elle n'a jamais été malade. Tout ça, c'est du vent. C'est pour me faire plier, me fatiguer, m'empêcher de réfléchir. Alexandra va cesser de marcher. Elle est atteinte, dit-elle, d'une myasthénie. Donc c'est une maladie nerveuse dégénérative. Un handicap qui empêche Alexandra de sortir de la maison ou de conduire. Utile pour éviter au maximum un éventuel contrôle de police. Qui conduit? Moi? Parce qu'elle peut pas conduire, elle est en fauteuil roulant. Quand tu te fais arrêter par les gendarmes sur un contrôle, ils contrôlent que le conducteur, jamais les personnes à côté. Donc moi, on me contrôle, tout va bien. Et elle, jamais. Munie de sa fausse pièce d'identité au nom d'Alexandra Bertrand, Christelle Doisy, recherchée par la police, va maintenant traverser les frontières. Le couple rassemble ses affaires et part d'abord en Belgique, où Alexandra donne naissance à leur fils.
L'intérêt d'avoir un enfant en Belgique, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de remonter sur Christelle la voleuse. Puis en septembre 2011, ils gagnent le Maroc en voiture, où ils vivent reclus dans un riad. C'est là que progressivement, la jeune mère recouvre l'usage de ses jambes. Mais un nouvel événement va obliger la famille à rentrer en Europe. Alexandra est de nouveau enceinte et elle veut accoucher une fois encore en Belgique. Leur petite fille naît à Bruxelles en janvier 2013, mais le bébé a des problèmes de santé et doit être suivi médicalement. Ce coup du sort oblige la petite famille à rester en Europe. Alexandra a-t-elle peur que la police la retrouve ? Pour éviter d'être repérée, elle impose à Frédéric une frénésie de déménagement. Et là, c'est le one-man show des déménagements. Dans la Belgique, en France, en Belgique, en France, on saute de l'un à l'autre, de location en location, de location en location. C'est une vie de cavale, une fuite permanente. Ça va être plus de 50 logements. Elle fait tourner un pendule au-dessus d'une carte routière et en fonction de comment le pendule bouge, elle va dire on doit aller dans cette région-là. Frédéric Descours, lui, affirme toujours croire à l'époque à cette histoire incroyable de mafia et il tombe dans un engrenage infernal. Là, au niveau pression, ça monte. C'est-à-dire qu'on fait des locations très courtes. Et là, à chaque fois, il faut partir en urgence parce qu'ils nous ont trouvés, ils savent où on est. À chaque fois, tagala, c'est une course à l'échalote permanente. Mais fuir coûte cher, très cher. Et la retraite de Frédéric Descours semble ne plus suffire à loger et à nourrir la petite famille. En septembre 2013, 9 mois seulement après leur retour en France, son compte bancaire est bloqué. Christelle Doisy prend les choses en main et renoue alors avec une autre de ses mauvaises habitudes, les arnaques aux chèques volés ou sans provision. Toute son épargne a disparu et début 2014, Christelle Doisy reprend ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire des petites escroqueries aux chèques. Il n'y a plus de rentrée financière. Donc il faut qu'elle reprenne le boulot d'avant. Elle est contrainte de reprendre son boulot, de falsifier des chèques. Il faut faire tourner la marmite et donc maman elle va recommencer sa vie de délinquante. Les infractions, c'est toujours les mêmes choses. Ça va être des chèques volés, ça va être des chèques sans provision. Il va y avoir aussi des vols dans des Airbnb. En 2 ans, le couple aurait détourné près de 35 000 €. Dans les gendarmeries du nord de la France, des dizaines de plaignants se font connaître. Ils ont été victimes de chèques volés ou en bois au nom d'Alexandra Bertrand et de Frédéric Descours. D'autres se plaignent de vols de la part du couple et tous décrivent une même femme, grande, blonde et fine. Petit à petit, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont porter plainte à partir de mars 2014. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un revendeur d'informatique qui a 960 € de chèques impayés. On se retrouve avec un boucher même. Un boucher pour 130 € de viande. Et donc, on suit, de chèque volé en chèque volé, la décrépitude de la fuite de Christelle Doisy. Face à ces dizaines de plaintes, une instruction est ouverte. La section de recherche de la gendarmerie d'Amiens court durant des mois derrière un couple d'arnaqueurs insaisissables. Il faudra attendre la fin 2015 et une erreur grossière de la part de Christelle Doisy pour qu'elle soit enfin identifiée. Va arriver en 2015 un chèque ultime. Il semble qu'à ce moment-là, Christelle Doisy soit à court. Elle n'a plus de chèque volé. Et elle va être obligée d'utiliser son dernier joker. Ce joker, c'est le dernier chéquier qu'elle avait au nom de Christelle Doisy. Elle relâche son attention. Ça fait 6 ans qu'elle berne tout le monde, qu'elle fait des faux chèques, des chèques volés, qu'il n'y a personne qui l'arrête, il n'y a personne qui lui demande des comptes. Nicolas Guanard, journaliste au Parisien. Je pense qu'elle relâche sa vigilance. Elle est grisée par la facilité. Et après avoir extorqué des milliers d'euros, fait toutes ces manigances, elle se fait finalement attraper
pour un chèque de 20 €. Cette erreur permet aux gendarmes de faire enfin des recoupements et le lien avec une serial arnaqueuse bien connue de leur service. Et pour cause, elle a déjà été condamnée à de maintes reprises. Les enquêteurs savent qu'ils courent désormais derrière la multirécidiviste. Christelle Doisy est finalement localisée dans une maison près d'Albert, dans la Somme. Son arrestation est imminente. 9 mars 2016, 6 heures du matin. Le GIGN investit la maison. Réveillé en sursaut, Frédéric ne comprend pas ce qu'il se passe. Il y a des coups à la porte. Pour moi, c'est des coups de feu qui sont en train de défoncer la porte. Je mets le pied par terre, je prends un pantalon de jogging. J'arrive à la moitié d'escalier, je vois des mecs armés, tout ça en noir. Pour moi, c'est la haie qui vient, qui va nous plomber. Et là, main en l'air, machin, et là, je lève les mains, bien sûr. On me menotte, et là, je vois un mec qui fait demi-tour, et je vois marqué « gendarmerie ». Et je dis « gendarmerie, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Frédéric pensait avoir affaire avec la mafia. Mais ce sont les gendarmes qui viennent de l'interpeller. Le couple est immédiatement placé en garde à vue. Les enquêteurs commencent par interroger Frédéric, qui dans un premier temps refuse de leur répondre. Il demande très officiellement à parler à la DGSE, c'est-à-dire les services secrets français. Le couillon de l'histoire a du mal à se défaire de la fiction que lui a vendue Christelle Doisy. Quand il comprend qu'il est en garde à vue pour des chèques volés, Frédéric répond n'être au courant de rien, que c'est Alexandra qui s'occupe de tout. Et c'est là qu'il apprend, stupéfait, que sa compagne ne s'appelle pas Alexandra. Pour lui, c'est le choc. On me sort de la cellule, comment vous appelez ? Frédéric. Quel est votre vrai nom ? Frédéric Descours, j'ai déjà dit. Quel est le nom de votre épouse ? Alexandra Bertrand. Non. Non quoi ? Non, c'est pas le nom de votre épouse. Écoutez, moi j'ai toujours... Ça fait 6 ans que je l'appelle comme ça, et je vais pas changer. Et voilà. Vous êtes un menteur, monsieur. Frédéric Descours dit-il vrai ? Est-ce qu'il n'est pas en train de feindre la surprise pour échapper à la justice ? Les gendarmes se posent la question. Comment un ancien militaire de carrière aurait-il pu croire à cette invraisemblable histoire de mafia ? Il le soupçonne d'inventer ce véritable roman d'espionnage pour rejeter toute la culpabilité sur sa compagne. Une version soutenue par Stéphane Dacot, l'avocat de Christelle Doisy. Je crois qu'il faut faire attention entre la réalité et l'imaginaire. Voilà. J'ai le sentiment que de l'autre côté de la barre, on veut créer une histoire particulièrement favorable à M. Descours. Voilà. Stéphane Dacot, avocat de la défense. Donc je pense que cette version, il faudra s'en méfier. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à la totalité du dossier et à la réalité de ce dossier, on voit très bien que M. Descours avait parti pris dans tout ce qui s'est passé. M. Descours donnait des ordres. M. Descours participait activement. C'est en tout cas ce qu'aurait affirmé Christelle Doisy lorsqu'elle est à son tour interrogée par les enquêteurs. Selon elle, Frédéric connaissait la vérité et profitait, comme elle, des arnaques réalisées à deux. Frédéric Descours a signé des faux chèques et, pendant la cavale avec Christelle Doisy, donc il a commis des infractions. Après, la question de savoir s'il a été manipulé ou pas, ça c'est la justice qui doit le dire. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour lui de venir vous dire moi je suis tombé du ciel, je comprends pas très bien ce qui s'est passé, on a profité de moi de toute évidence et je me rends compte seulement de ce qui s'est passé maintenant. C'est pas vrai, à aucun moment donné ça tient la route. Le 11 mars 2016, le couple est placé en détention provisoire. Leurs 2 enfants, âgés de 6 et 5 ans, sont confiés à l'aide sociale. Mis en examen pour
53 chefs d'inculpation, dont vol, escroquerie, contrefaçon. Le couple risque plus de 5 ans de prison. De leur côté, les gendarmes poursuivent leur enquête et ils sont face à 2 versions qui s'opposent. Frédéric Descours invente-t-il une fable pour se disculper ou Christelle Doisy est-elle une experte en manipulation? Un élément va faire pencher la balance en faveur de l'ancien marin, car quelques mois plus tard, Christelle Doisy va faire une nouvelle victime. Et puis il y a quelque chose qui donne du crédit à sa version. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est que quand elle en a fini avec lui, elle poursuit avec un autre type qu'elle va ruiner aussi. Mise en examen, déjà condamnée à de nombreuses reprises et privée de ses enfants, Christelle Doisy est libérée. Sans attendre, elle reprend sa course folle. Dès sa sortie de prison, elle s'inscrit sur les sites de rencontres. La menthe religieuse ne va pas tarder à attirer dans ses crochets un certain Bruno. Cet ouvrier a 55 ans, il est fraîchement divorcé. Immédiatement, il est subjugué par la grande et fine blonde. On s'est bien entendu, on a trouvé peut-être une deuxième jeunesse, tombé amoureux. Bruno, ex-mari de Christelle Doisy. Elle aimait bien la mer, j'aimais bien la mer, beaucoup de points d'intérêt comme ça. Et c'est là que tout a commencé, quoi. À son nouvel amoureux, Christelle Doisy dit qu'elle est restauratrice au chômage. Elle raconte aussi qu'elle sort d'un divorce difficile et qu'elle est privée de ses enfants. Une femme à la vie cabossée qui émeut son nouveau compagnon. Comme son avocate nous le raconte, Bruno tombe immédiatement dans le piège. C'est un vrai gentil, c'est une bonne patte. Donc effectivement, pour elle, c'était la proie idéale. Angélique Crépin, avocate des parties civiles. Elle savait qu'avec lui, elle pourrait faire ce qu'elle veut et sans risque pour elle-même. Très vite, Christelle s'installe chez Bruno et comme pour ses autres proies, elle arrive à force de charme et de persuasion à se faire épouser. Le jeune marié n'y a vu que du feu. Un soir, je rentrais, la table elle était mise, mon bain il était prêt. C'était la vie de rêve, quoi. Elle s'est présentée sous sa réelle identité et elle a réellement séduit mon client. Elle était lui-même de me raconter qu'elle était adorable, prévenante, une femme amoureuse, d'où le mariage qui a suivi. Pour moi, c'était quand même une deuxième vie qui a commencé. Moi, j'étais content, j'avais de la joie. 70 000 € d'économie, pas de dette, une belle épouse. Bruno est un homme comblé et n'a aucune raison de se méfier. Il va même, le plus naturellement du monde, lui demander de tenir les comptes du ménage. Je lui ai dit, est-ce que tu peux refaire le papier? Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, moi je m'y connais bien, il n'y a aucun problème. Mais je faisais ça en toute confiance, quoi. Il a été marié pendant des années avec une première épouse qui gérait le quotidien, gérait les finances. Lui, il travaille, on est sur ce modèle d'organisation maritale et il a voulu le reproduire. Vous ne pouvez pas imaginer, dans une relation de couple naissante, que la femme que vous aimez ou qui vient de rentrer dans votre vie est en train de percer votre coffre-fort perso. Enfin, je veux dire, c'est pas envisageable. Parce que moi, un papier, je savais pas faire un papier, je sais pas... Et même encore actuellement, je ne sais pas faire un papier. La spoliation aurait alors commencé. En 15 mois de vie commune, Christelle Doisy empocherait les 70 000 € d'économie. Mais elle n'en a jamais assez. Alors, comme avec ses précédents maris, elle arrête de payer le loyer, contracte des crédits à la consommation. Elle va même jusqu'à frauder la CAF. Le tout à l'insu de Bruno, qui ne se rend compte de rien. Il y avait les contrats de crédit, mais il y avait aussi des dettes locatives. Elle ne payait rien, strictement rien. Moi, je vais vous dire, il y a bien presque 15-18 000 crédits à la consommation, 19 000 € à la CAF,
Les chèques sans provision, quand on voit tout à la suite, c'est affolant. Bon an, mal an, il y a au moins 80 000 € qui ont disparu. C'est les calculs qu'on a faits. L'homme, aveuglé par son amour, ne se rend pas compte que sa vie plonge dans le chaos. Et à l'été 2019, le réveil est brutal. 31 juillet 2019, Bruno rentre du travail. Et sa clé ne fonctionne pas dans la serrure. Il sonne, pas de réponse. Il s'approche alors de la fenêtre et découvre stupéfait que l'appartement a été entièrement vidé. Il n'y avait plus rien dans la maison. Je dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi, il manque tout mon matériel, il manque la machine à laver. Je dis, elle a déménagé, elle est partie. Je dis, c'est pas possible. Inquiet, Bruno tente de joindre Christelle Doisy, sans succès. Je l'appelle, elle ne me répond pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais jusque la boîte aux lettres, et dans la boîte aux lettres, il y avait une lettre de l'huissier. Comme quoi, l'huissier, il est venu changer tous les serrures. Expulsé. Effondré, Bruno joint l'huissier par téléphone et ce dernier lui annonce qu'il est ruiné, criblé de dettes, sans toit. C'est là que j'ai appelé mon petit frère, j'ai appelé mon fils. Ils sont venus me chercher directement à Amiens. Et heureusement, parce que de toute manière, j'ai dit, j'ai plus de vie. Bruno ne comprend pas ce qui lui arrive et surtout, il se sent trahi. Il vient de réaliser que son mariage n'était en réalité qu'une immense escroquerie destinée à le dépouiller jusqu'à le laisser à la rue. Désemparé, il songe alors au suicide. Vous imaginez, si vous vous mettez dans la tête de l'amoureux qui rentre chez lui et qui ne va pas comprendre que celle qu'il aime ne l'aime pas, celle qu'il aime lui a dérobé tout son argent. D'ailleurs, j'ai dit à un moment donné, si ça continue, je vais faire une connerie. Mais j'ai ma fille qui m'a répondu, papa, si tu fais ça, je le ferai comme toi. Donc, on réfléchit dans sa tête. C'est compliqué, c'est dur, mais j'arrive à je remonte, quoi. Je ne veux pas dire que je suis summum. J'ai déjà arrivé à me reloger, à racheter tout. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui encore, surendetté, Bruno a porté plainte. L'instruction est en cours. L'avocate de Christelle Doisy n'a pas souhaité réagir. Bruno rejoint à son tour l'immense liste des victimes présumées de la menthe religieuse. 80 000 € chez Bruno, près de 500 000 € avec Frédéric Descours, des dizaines de plaignants au chèque contrefait. Toutes les victimes de Christelle Doisy se posent la même question. Où est passé l'argent? Ses anciens compagnons sont unanimes. Lorsqu'ils étaient mariés à Christelle, la vie à ses côtés était plutôt économe. Elle faisait même ses couleurs elle-même. Donc l'argent, il est passé où? L'argent, il est où? Est-ce qu'elle a des comptes, je sais pas. Ils ne se sont jamais baladés en voiture de sport coûteuse. Ilyasine Malawi, avocat de la défense. Ils n'ont jamais côtoyé les grandes maisons de luxe pour s'habiller. C'est pas quelqu'un qui claque, qui flambe. Virginie Selvetti, journaliste. Donc elle vit assez sommairement. Donc ça laisse penser légitimement que peut-être l'argent n'est pas totalement dilapidé, qu'il n'a pas totalement disparu. Je pense qu'elle l'a forcément épargné. Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de sommes d'argent qu'elle s'est appropriées et dont on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Où est le magot? Qu'a fait Christelle de tout cet argent détourné? L'a-t-elle caché sur un compte dont elle seule connaît l'existence? L'a-t-elle dépensé? Va-t-elle enfin s'expliquer? C'est la question qui brûle les lèvres de tous les plaignants à l'approche de son procès. Tribunal d'Amiens, 15 mai 2023. Le procès de Christelle Doisy et Frédéric Descours s'ouvre enfin. L'ancien mari comparé aux côtés de l'arnaqueuse en série pour
escroquerie, détention de faux documents, faux en écriture ou encore vol. L'instruction n'a pas permis de confirmer sa version des faits, à savoir qu'il s'est fait manipuler. Cette audience, c'est pour lui l'occasion de dire sa vérité. Le tribunal, veuillez vous lever. Bonjour à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. De son côté, Christelle n'a pas l'intention de nier les charges qui pèsent contre elle. Bien au contraire. D'après son avocat, elle serait plutôt dans une démarche de repentance. Il n'y a pas de difficulté sur les escroqueries. Ma cliente les assume complètement. Stéphane Dacot, avocat de la défense. Elle se rend compte, et c'est important aussi pour elle de les assumer vis-à-vis des victimes. Mais alors que la cour attend son arrivée, coup de théâtre. Les gens. Frédéric Descours, ex-mari de Christelle Doisy. On est en train de déplacer des dizaines d'avocats, procureurs, présidents, conseillers. Pourquoi tout ça? Pour rien. Comme d'habitude. Là, il faut simplement espérer qu'elle n'ait pas encore une nouvelle identité, qu'elle soit pas repartie en cavale. Vacances de la Toussaint, fin octobre 2023. Les enfants de Christelle Doisy et Frédéric Descours s'apprêtent à retrouver leurs parents. Depuis l'interpellation du couple en mars 2016, ils sont placés en famille d'accueil, mais peuvent voir leurs parents à l'occasion des vacances. Christelle Doisy va saisir cette opportunité pour s'enfuir avec eux. Un mois avant le début du procès, Nicolas Guanard, journaliste au Parisien. Christelle Doisy obtient d'avoir ses enfants sur la première semaine des vacances de la Toussaint. Moi, je sais que les enfants sont partis avec elle une semaine. Donc le samedi soir, je téléphone pour dire « Est-ce que mes enfants sont rentrés ?» Et là, on me dit « Non ». Elle doit les ramener à la famille d'accueil. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Elle ne revient pas. Immédiatement, la justice est saisie et un signalement Interpol diffusé. Les premiers éléments récoltés par les enquêteurs permettent de déterminer que Christelle Doisy a loué un camping-car dans le sud de la France et ne l'a pas rendu. Elle, ses enfants et son nouveau compagnon sont probablement sur les routes à tenter d'échapper aux forces de l'ordre. Et à l'étranger, il y a un signalement qui est fait par Interpol, donc tout le monde se met à rechercher Christelle Doisy. On se dit, mais elle est capable de tout, elle est capable de faire une fausse identité, donc évidemment, sans doute est-elle capable de passer les frontières, même les frontières de l'Union européenne, on n'en sait rien. La cavale de la mère de famille va durer 2 semaines, pendant lesquelles Frédéric Descours, le père des enfants, est pendu à son téléphone. De leur côté, les forces de l'ordre sont à l'affût de la moindre erreur qui permettrait de la localiser. Et cette erreur, Christelle Doisy va la commettre. Quand enfin les policiers la localisent, ils n'en reviennent pas. La fugitive se trouve à 2500 km d'Amiens, cachée sur une île grecque. Et on retrouve Christelle Doisy avec ses enfants sur l'île de Samos, donc une île dans les Cyclades en Grèce. Elle a filé sur une île grecque, où elle est retrouvée. Un peu par hasard, elle loue un endroit, elle présente encore une fois un chèque bidon. Là, le propriétaire s'en rend compte, il avertit la police locale, et là, elle est interpellée. Lorsque les agents locaux entrent son nom dans leur fichier, les voyants clignotent au rouge. Cette femme est recherchée par toutes les polices d'Europe. Très lourdement amoindrie. À la suite de son interpellation en Grèce, Christelle Doisy est extradée vers la France et aussitôt incarcérée. C'est un comportement qui semble maladif de bout en bout, qui semble sans fin. Donc s'arrêtera-t-elle un jour? C'est impossible, c'est impossible de le savoir. Toute sa vie n'a été que mensonge, trahison, escroquerie, vol. Est-ce qu'à la première occasion, elle ne recommencera pas? Et je pense qu'elle est pas prête de s'arrêter. Elle fait encore des victimes. C'est presque un mode de vie. Elle escroque, elle ment, elle escroque, elle ment. En 30 ans de carrière criminelle, l'amante religieuse aurait escroqué au moins 4 hommes, détourné des centaines de milliers d'euros, plumé des centaines de victimes. Au moins 5 autres procès attendent Christelle Doisy dans les mois et les années à venir, pour escroquerie, vol ou encore non-présentation d'enfants.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.